cette année sur les écarts du Haut-Maroni et qu'on souhaite effectivement développer sur l'ensemble du territoire pour permettre d'amener en proximité le service public. Toujours cette logique effectivement de ramener plus en proximité le service auprès du public. D'autres investissements symboliques marqués, un qui a fait l'objet de débats lors de l'assemblée précédente, c'est le câble sous-marin, donc 12 millions d'euros qui sont amenés par la collectivité, mais en réalité un investissement de 65 millions d'euros. C'est le premier projet sur lequel la collectivité est allée chercher des fonds européens qui ne sont pas les fonds européens classiques de cohésion et de FEDER. Sous l'impulsion effectivement du président, de Madame Ratier, on est allé de manière volontaire chercher des crédits, 30 millions d'euros sur le programme Global Gateway, qui effectivement sont des crédits européens exceptionnels et hors des fonds structurels. C'est le premier projet effectivement en Guyane qui est subventionné comme ça, et c'est le plus grand projet de cette taille-là sur l'ensemble effectivement du territoire. Donc c'est vraiment un projet important. Donc ce projet de câble sous-marin qui va relier directement la Guyane au Portugal en s'appuyant sur le projet Elanine qui relie aujourd'hui Fortaleza au Portugal. Voilà, et qui nous permettra à la fois de doubler les sorties, de faire diminuer les coûts, mais également d'assurer une véritable souveraineté, et c'est un élément important aujourd'hui. Un autre investissement important, c'est le projet Guyane Révélée, qui est à travers le réseau territorialisé des villages d'inclusion, qui vise à amener effectivement la formation professionnelle, et surtout un nouveau mode de formation professionnelle qui permette d'accompagner les personnes dans leur globalité, également de fournir un certain nombre de services, de s'appuyer sur les entreprises d'insertion à travers un réseau de villages d'inclusion dans chacun des territoires, et qui est là vise à monter vraiment un partenariat avec l'ensemble des acteurs. Et puis enfin, un investissement symbolique fort qui va avec le CHU, qui va être un des sujets de l'Assemblée plénière qui vient, c'est l'accompagnement de la plateforme en santé de l'Université de Guyane. Vous savez, ça a été un combat extrêmement fort de la collectivité de pouvoir effectivement avoir à la fois ce centre hospitalier universitaire, mais bien entendu l'ensemble des années universitaires de formation en Guyane. Et donc pour cela, on accompagne l'Université de Guyane dans la construction de cette plateforme universitaire d'enseignement en santé, voilà, qui est en deux phases. Une première phase que la collectivité avait financée à travers les fonds européens à hauteur de 9 millions d'euros sur un projet total de 10 millions, et puis une deuxième phase de près de 10 millions d'euros sur lequel la collectivité investit cette fois en fonds propres aux côtés de l'université et de l'État. Voilà, et puis peut-être pour terminer, quelques projets majeurs quand même qui font écho à ce que j'ai présenté tout à l'heure. Donc les investissements sur l'Ouest, notamment en matière routière. La RD11, l'objectif c'est de réaménager la RD11 en sortie de Saint-Laurent-du-Maroni. La RD8 et RD9, qui vous le savez, fait l'objet de problématiques récurrentes d'inondation. L'objectif est vraiment d'avoir un projet qui la mette hors d'eau et qui la remette effectivement à niveau en termes de qualité de chaussée. Et puis la RD22 à Voilà-Yanimapo, là c'est vraiment un enjeu de remettre la route dans un état de meilleure circulabilité, et donc un investissement de 4 millions d'euros. Une dizaine d'équipements sportifs sur tout le territoire au sein des collèges et lycées. Vous le savez, à chaque fois qu'on construit un collège, un lycée, on a un équipement sportif que la collectivité ouvre de manière volontaire aux associations le week-end, le soir, et pendant une période, effectivement, pendant certains congés. Donc la volonté, effectivement, c'est qu'avec ces 10 nouveaux établissements qu'on va construire, on va construire également 10 nouveaux équipements sportifs qui seront mis à disposition du public. Il faut savoir que la collectivité est de loin le premier gestionnaire d'équipements sportifs sur le territoire, et ça c'est vraiment une particularité de notre territoire. À beaucoup d'endroits, ce sont plutôt les communes et les EPCI effectivement qui possèdent et gèrent les équipements sportifs. Également des projets importants, les aménagements routiers sur les routes de Baduel et de Montalbo. Donc, vous avez vu les premières opérations qui devraient sortir, puisque à côté notamment du Zéphyr, nous avons récupéré une propriété qui était à nous, que nous avons démolie et qui va permettre de réaménager le carrefour de Montalbo, mais l'objectif effectivement est de faire un aménagement global des routes de Baduel et de Montalbo. Et puis un autre projet majeur, c'est l'EHPAD à Saint-Georges-le-Jacob, à Maripasoula. On vise vraiment à ramener en proximité des réseaux d'appui, en tout cas d'accueil des personnes âgées, avec une logique d'avoir vraiment des systèmes qui soient adaptés à la réalité sociale du territoire. Donc à la fois bien entendu des lits comme un EHPAD classique, mais surtout également des plateformes de services, et c'est bien dans cet esprit-là qu'a été monté l'appel à projet. Si c'est bien encore défilé, je pense qu'on va arriver au bout. Oui, c'est une dernière page.
Et peut-être la dernière page, effectivement, était plutôt sur l'aide aux communes. Donc, on est sur, comme on le disait, un souci effectivement de mieux accompagner les communes avec 68,5 millions qui sont dédiés à l'investissement des communes, 48 millions sur l'aide à l'aménagement urbain, qui est une politique extrêmement forte, et vous commencez à voir aujourd'hui effectivement les ZAC et les OIN sortir, et puis l'accompagnement des équipements des 22 communes, 22 millions d'euros sur la nouvelle PPI, 2 fois plus que la période précédente, et puis à peu près 50 ou 60 millions de fonds européens également qui sont dédiés aux communes, notamment tout l'eau et l'assainissement est largement financé par les fonds européens et l'OFB. On finance à parité, et c'est 35 millions d'euros de la collectivité à travers les fonds européens qui vont effectivement sur le financement, des communes. Voilà. Voilà, Monsieur le Président, les quelques éléments. Merci, Monsieur le Directeur Général pour cette présentation. Je voudrais juste rajouter un élément de précision, parce que souvent les gens nous disent « Ouais, mais vous êtes arrivé en 2021, pourquoi vous n'avez pas fait ça en 2021 ou en 2022 ?» Alors moi, je prends le temps d'expliquer à chaque fois qu'il y a des fonds que nous maîtrisons et qu'il y a des fonds que nous ne maîtrisons pas. Nous devions avoir une vision globale de la manière dont il faut aménager le territoire. Et compte tenu des pressions que nous subissons et compte tenu des nombreux projets qui nous sont remontés, on est obligé, avant de se lancer dans l'aventure, de rassembler les fonds qui ne sont pas tous suivant une même temporalité. C'est-à-dire qu'entre les fonds d'État et notamment les fonds qui relèvent du contrat de convergence et de transformation, les fonds européens, les emprunts que l'on peut faire auprès des banques, les fonds qui sont des fonds propres de la CTG qui découlent de notre capacité d'autofinancement, mais il fallait trouver le bon moment pour pouvoir aligner toutes ces planètes budgétaires pour avoir la masse budgétaire à partir de laquelle on allait pouvoir lancer cette programmation. Et donc, il a fallu qu'on s'accorde le temps de pouvoir faire cet alignement avant d'aller à la phase suivante qui consistait à énumérer tous les projets que nous souhaiterions mettre en place. Donc, je pense que là aussi, notre devoir, notre obligation, c'est de dire à la population comment les choses se construisent, parce que si on ne fait pas ce travail d'explication, la population pourrait imaginer qu'on arrive au claque des doigts, que l'argent tombe du ciel, alors que ce n'est pas vrai, notamment sur les fonds d'État, c'est une véritable bagarre qu'on a délivrée pour aller les chercher là où ils sont, parce que bon, l'État n'est pas toujours copain avec les collectivités, on sait très bien comment ça se passe. Et donc c'est une fois qu'on a réussi à avoir tous ces prévisions budgétaires de recettes, qu'on a pu faire l'alignement et puis vous présenter cette PPI que nous allons donc mettre en œuvre. La mise en œuvre a déjà démarré d'ailleurs, puisqu'on est déjà dans cette actualité. Est-ce que par rapport à cette présentation, il y aurait des questions, des remarques? Alors, on peut rester dans la foulée pour parler du budget supplémentaire 2000. Des questions, il y en a plein. Oui. Là, ce qu'on peut faire, c'est parler du budget supplémentaire. Là, il y a quand même. On veut savoir si c'est votre remarque, après, il y a énormément de questions. Appuyez sur le bouton, c'est le gros. Oui, il y a énormément de questions sur le timing, sur les priorités. Si pour vous, comme vous dites, ça ressemble un peu à votre marque. On vous a souvent dit que vous étiez l'inaugurateur des projets de Rodolphe Alexandre. Là, on voit qu'il y a une marque qui est sûrement celle de votre majorité, donc c'est intéressant de revenir dessus. Donc oui, il y a énormément de questions à poser. Après, je ne sais pas si c'est maintenant ou pas. Alors, ce que je vous propose, c'est justement pour une question de cohérence, qu'on parle du budget supplémentaire 2024, parce que tout ça se tient en réalité. Le budget 2024, c'est une des pierres de construction de la PPI, donc il y a une forte corrélation entre les deux. Donc si vous n'y voyez pas d'inconvénients, je propose qu'on parle du budget supplémentaire 2024, et après on posera les questions que vous posez. Donc la convergence, il sera dedans. Oui, on va faire des deux aussi. C'est toujours vous qui Oui, peut-être le président, effectivement, et je vais faire le lien entre tout ça, peut-être effectivement pour redire simplement quelques éléments de calendrier et peut-être rappeler l'histoire. En premier lieu, il faut rappeler qu'au moment de la fusion, la collectivité territoriale était, on va le dire entre nous, en quasi-faillite, c'est-à-dire qu'il n'avait plus les capacités d'investir. Ce qui caractérise la capacité d'investissement de collectivité, c'est ce qu'on appelle l'autofinancement, c'est-à-dire la différence entre une dépense de fonctionnement et une recette de fonctionnement. Et cet autofinancement à l'époque était négatif, c'est-à-dire qu'on dépensait plus en fonctionnement que ce qu'on touchait en fonctionnement. Donc nos capacités d'investissement étaient
à l'époque proche de zéro. On ne pouvait effectivement qu'avoir des projets qui étaient subventionnés à 100%, ce qui est très compliqué pour une collectivité de la taille de la nôtre. Et donc, un des gros travaux qui a été fait ces dernières années, c'est le redressement important de la collectivité territoriale, et donc qui se retraduit d'ailleurs par un budget de la collectivité qui est en augmentation. Un redressement qui s'est appuyé à la fois sur la recentralisation du RSA lors du mandat précédent, mais également sur le mandat en cours, sur l'accord structurel, l'accord qu'on a, qui a permis quand même à la collectivité de toucher 10% de recettes de fonctionnement supplémentaires sur son budget, puisque l'État nous verse chaque année 40 millions d'euros. Mais également un travail de maîtrise des charges, puisque la volonté politique affichée par le nouvel exécutif était vraiment maîtriser les charges de fonctionnement pour pouvoir investir. Et donc il y avait cet enjeu vraiment à retrouver une capacité d'autofinancement. Aujourd'hui, et c'était le résultat du compte administratif 2023 qu'on a présenté ces dernières années, ce compte administratif, il a retrouvé de véritables capacités d'investissement, puisqu'on est passé capacité d'investissement négative à une capacité d'investissement qui est aux alentours aujourd'hui de 75 millions d'euros, même si on l'a voté à 103 millions d'euros au compte administratif, mais après quelques corrections, on va dire un peu d'une année qui a été un peu exceptionnelle du point de vue des recettes, on est à minima à 75 millions d'euros. 75 millions d'euros, c'est à peu près 15% de nos recettes, et donc c'est le ratio normal pour un département ou une région. Donc aujourd'hui, effectivement, on est revenu à des ratios de capacité d'investissement qui sont normaux et qui permettent de se projeter sur l'investissement. Parce qu'à un moment, pour pouvoir voter une PPI, il faut savoir, comme le disait le Président, quelles sont les recettes qu'on va avoir en face, aussi bien ce que la collectivité peut amener, mais également ce qui va être amené par les fonds européens et par l'État. Et ça m'amène effectivement à la deuxième partie, qui est cette logique de temporalité. Comme l'a dit le Président, on avait en fait une programmation pluriannuelle d'investissement qui se terminait en 2024. Également, des fonds européens qui ont démarré en 2020, enfin une nouvelle génération de fonds européens, dits 2021-2027, mais qui dans les faits ne démarrent effectivement qu'en 2023, parce qu'il y a toujours des temps de négociation, donc il a démarré effectivement en 2023. Et puis un contrat de convergence qui est 2024-2028 et qui est le dossier effectivement qui va peut-être passer en même temps que le budget supplémentaire à l'Assemblée plénière de juin. Et donc effectivement, c'est l'ensemble de ces éléments qui permettent à la collectivité et plus globalement au territoire de construire une programmation pluriannuelle solide, solidifiée et qui ne soit pas simplement une liste entre guillemets à l'après-vert du projet, donc on ne sait pas comment ils seront financés, mais qui soit une programmation réaliste. Après, comme l'a dit le Président, bien entendu, un certain nombre de projets étaient déjà pré-identifiés, il y a pas mal d'études qui ont commencé, Jean-Martial, les études ont déjà largement avancé, de la même manière sur un certain nombre de PLE, ce qui était une des difficultés de la programmation précédente, on a déjà les terrains, on a déjà fait les études préliminaires, et donc on va pouvoir passer rapidement effectivement aux études d'avant-projet et de construction. Donc bien entendu, un certain nombre d'éléments avaient été anticipés, de la même manière vous le voyez, on a déjà, d'ores et déjà, dès l'année dernière, engagé un certain nombre d'investissements, notamment sur les routes, parce que dès l'arrivée effectivement de la nouvelle mandature, on a eu un certain nombre de demandes sur un certain nombre de projets. Donc oui, cette PPI, bien entendu, n'est votée qu'en 2024, mais par contre, elle est l'objet d'un travail préparatoire, souvent en études, voire même en travaux qui ont démarré parfois avant 2024, et puis bien entendu, de cette nécessité de pouvoir aligner l'ensemble des financements pour la sécuriser. Voilà. Monsieur le Président, quelques éléments qu'on pouvait apporter par rapport à ça. Et donc un budget supplémentaire qui va être voté à 1,1 milliard d'euros, voilà, qui va être cette année encore un budget record, après le compte administratif qui était doté effectivement d'une capacité de financement record avec ces 103 millions d'euros que j'ai évoqués tout à l'heure. Merci M. DGS. Alors il est bon de rappeler que l'année dernière, au BS 2023, on avait effectivement franchi le cap symbolique du milliard d'euros, on était à 1,76 milliard. Et cette année, on est toujours sur cette ligne régulière d'augmentation. On est passé à 1,176 milliard d'euros. Bon, après, comme je l'ai dit des fois sur les médias, on pourrait se dire que c'est bien. Oui, c'est bien, mais ce n'est pas très bien, parce que compte tenu des besoins qu'on a identifiés sur le territoire de la Guyane, il nous faudrait peut-être avoir un budget qui oscillerait plutôt aux alentours de 1,4 milliard, 1,5 milliard. Mais on ne va pas faire non plus la fine bouche parce qu'on voit bien la courbe ascensionnelle qu'a connu le budget de la CTG depuis 3 à 4 ans. Et ce n'est pas pour nous déplaire. Dans tous les cas, nous nous efforçons de mettre beaucoup de sérieux dans la façon de gérer les deniers publics.
Et à ce niveau-là, bon, je crois qu'il y a vraiment de bons éléments de satisfaction à mettre en évidence sur ce sujet. Donc on a fait le tour rapidement de cette question. On peut, avant de passer au dernier point, on vous laisse la parole, parce que vous nous avez dit que vous avez pas mal de remarques ou des questions à nous poser sur à la fois la PPI et sur le budget supplémentaire. On est à votre écoute, mesdames, messieurs. Sur la PPI, on revient sur les critiques de l'opposition. Jérôme Nito, France UN. Sur la PPI, on revient un peu sur les critiques de l'opposition qui disait qu'elle n'était pas financée totalement, cette PPI, notamment au niveau de la CAF, etc. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre? Eux, ils disaient un chiffre, donc nous on l'a revu, ils disaient 415 millions. Nous, d'après nos calculs, on est à beaucoup moins, on est autour de 175 millions, notamment sur votre capacité d'investissement qui est estimée autour de 35 millions et non pas 75 millions. Alors, ce qu'on peut répondre à ça, c'est qu'aujourd'hui, je pense que le compte administratif 2023, on est la preuve, notre CAF, elle est à 103 millions. Donc effectivement, comme on l'a dit, j'ai dit tout à l'heure, c'était un peu exceptionnel, et la réalité c'est plutôt dans le courant, on est à 75 millions d'euros, mais très clairement, effectivement, nous n'avons pas une CAF à 30 millions d'euros. Ce qui est voté, et là-dessus, l'opposition confond ce qui est voté au budget, qui est souvent effectivement extrêmement prudent, parce qu'au budget, d'une part, effectivement, on vote les dépenses, mais on n'en exécute que 95% des dépenses, puisque effectivement, il y a toujours, entre guillemets, une petite marge de fin d'année qui permet de... Enfin voilà, on n'est jamais capable aucune collectivité n'exécute 100% de ses dépenses, on exécute plutôt environ 95% des dépenses. Donc on gagne 5% de dépenses, et également, souvent, on a une approche au budget primitif prudente sur les recettes, puisque souvent, chaque année, on exécute plutôt 105 à 110% de recettes que 100% des recettes. Voilà, donc souvent, en fin d'année, c'est ça qui compte, l'argent qu'on a dégagé, on a un peu moins exécuté, on a un peu plus de dépenses, et ça nous permet effectivement d'arriver à cette CAF cible et réelle de 75 millions d'euros. Voilà. Et donc chaque année, et vous pouvez regarder, c'est pareil sur les années précédentes, on vote souvent un budget primitif avec une CAF aux alentours de 30 millions d'euros, avec l'objectif effectivement d'aboutir, avec cette approche un peu prudentielle, et bien, à une CAF entre 60 et 75 millions d'euros. On était à 55 millions d'euros en 2022, on est à 103 millions d'euros, je l'ai à corriger, 75 millions d'euros en 2023. On est très clairement, effectivement, dans les épures de la PPI, et là-dessus, il n'y a eu aucune surestimation, on a essayé vraiment le plus sincère possible.